خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في الاول والسلام عليكم mesdames et messieurs bonsoir j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien l'histoire est en train de se dérouler sous nos yeux depuis le 8 décembre dernier ce qui était impossible ce qui nous semblait impossible est devenu possible le régime de Bachar al-Assad a chuté nous avons vu une nouvelle Syrie qui est en train d'émerger sous nos yeux nous avons vu un nouveau Proche-Orient dont les rapports de force sont en train de changer profondément et depuis cette date-là tout le monde est obsédé par une seule et même question qui revient sur toutes les lèvres, que va-t-il se passer après? Que va-t-il se passer après? Celles et ceux qui étaient classés comme étant terroristes sont devenus aujourd'hui des héros. Et ce dictateur qui était considéré comme le dernier barrage face à la fois l'occupation israélienne et aussi l'expansion de Daesh et de l'islamisme est devenu un fuyard qui se réfugie à Moscou. Les gens, notamment en Algérie comme ailleurs, sont totalement perdus, sont désorientés. Ils ont besoin de comprendre. Ils se posent des questions. Et dans le flux d'informations que nous subissons aujourd'hui, il est pour nous très important de donner la parole à des experts qui ont la lucidité, la sagesse et le bon sens d'analyser les événements à leur juste valeur et de nous fournir des clés de compréhension de leur complexité. Et c'est pour cette raison que j'ai aujourd'hui l'immense plaisir, et franchement l'immense plaisir et un grand honneur de recevoir sur notre plateau une grande dame, hein, vraiment une grande dame, que elle n'est peut-être pas suffisamment lue en Algérie, on le déplore, mais j'espère qu'après cette émission, elle sera de plus en plus sollicitée en Algérie. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Madame Lina Mour Nemhi, je prononce en arabe Nemhi, en français Nemi. Donc c'est franco-libanaise, une politologue, historienne et islamologue à la fois. Vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire du Liban, mais vous avez beaucoup travaillé aussi sur les questions de l'islamisme, de son impact à la fois régional et local, comme vous avez aussi analysé énormément les événements qui ont ponctué tout au long de la crise syrienne depuis 2011. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup en tout cas, madame. Les débuts sont difficiles parce que les sujets sont un peu compliqués. Alors, madame, on a vu depuis le 8 décembre, la Syrie est en train de changer radicalement. Est-ce qu'on doit plus avoir peur qu'autre chose? Ou est-ce que ça serait un pessimisme insultant à l'égard des Syriennes et des Syriens de mettre plus en valeur nos angoisses que le bonheur qu'on doit partager avec un peuple qui se libère, qu'on le veuille ou non, du joug d'un dictateur absolutiste et les images que nous voyons depuis plusieurs jours. On n'en parle pas assez dans les pays arabes et dans les pays maghrébins. Ces images des prisonniers politiques, ces femmes et ces hommes qui sortent de prison avec une allure physique extrêmement choquante, dans des conditions de détention extrêmement barbares. C'est quand même difficile de dire « Ah, mais après, peut-être les islamistes. » Mais là, on s'est débarrassé d'un régime extrêmement autoritaire. Qu'est-ce qu'on pourrait, quelle est la bonne attitude qu'on pourrait adopter face à l'issue actuelle de la crise syrienne? Premièrement, concernant les prisons syriennes, moi j'ai écrit un livre sur les Libanais qui étaient détenus en Syrie et j'ai interviewé plusieurs anciens prisonniers ou otages. Moi je les appelle otages parce qu'ils ont été enlevés. Après ils ont été jugés et ils m'ont décrit des tortures et j'ai fait des reconstitutions. Donc j'ai mis des photos de reconstitution de genres de tortures qui sont utilisées dans les prisons syriennes. Et c'était vraiment très difficile d'écrire ce livre. Mais en même temps, il y a des questions qui se posent parce que face au Assad, qu'est-ce qu'il y avait avant? N'oubliez pas que c'est un pays qui sort de l'Empire ottoman en passant par Faisal, les Arabes. En 1920, ils ont décrété l'existence d'un État syrien. Il n'y avait pas d'État syrien avant. Et dans le jardin de son QG, Faisal avait installé une potence. Qu'est-ce que vous attendez de ça? Alors qu'il se présentait comme un libérateur, comme fait Joulani maintenant. Il faut savoir qu'avant d'arriver, et je ne défends pas du tout les prisons syriennes, j'ai écrit un livre contre. Et surtout pas la façon dont on traite les gens. Mais avant d'arriver, Bachar el-Assad avait un certain nombre de boulets attachés à ses pieds, à ses mains, et qui le ligotaient. Le premier était la guerre des Américains. Les Américains n'ont pas combattu le père de Bachar, ils l'ont utilisé. Ils ont combattu le fils qui pourtant avait essayé de limiter la répression.
Par exemple, il avait autorisé le portable. Le Au téléphone. début, il voulait même s'ouvrir, madame. Bachar al-Assad, à ses débuts, quand il a succédé à son père, il avait même fait croire qu'il voulait s'ouvrir, qu'il voulait se rapprocher de l'Occident. D'ailleurs, son mode de vie, comment il s'affichait avec sa femme, il incarnait une sorte de comète dans cette région-là. Au départ, il voulait un peu s'ouvrir vers l'Occident. Et après, Non, je pense que c'était sincère. Mais écoutez, quand les Américains ont tenté dès 2006 de le détruire, par exemple, dans une dépêche fuitée par Wikileaks, une dépêche d'ambassade, l'ambassadeur américain ou l'émissaire américain propose d'accentuer la pression sur Bachar en critiquant notamment la corruption et les échecs en termes de réformes économiques, d'exploiter les tensions internes, notamment entre l'armée et les Kurdes, et d'encourager des opposants tels que Khaddam à exposer les faiblesses du régime tout en augmentant la visibilité des extrémistes traversant le pays pour montrer une instabilité croissante. Là, je cite. Et vous savez qui est Khaddam? C'est le responsable de tous les enlèvements, de toutes les tortures, de tous les massacres qui ont eu lieu dans la guerre du Liban. C'est lui et pas les Assad. Pourquoi lui? Parce que les Saoudiens acceptaient Hafez el-Assad à condition qu'un sunnite, c'est-à-dire Khaddam, gouverne, et il voulait mettre la main sur le Liban. Donc c'est à travers Khaddam que cela se faisait, pas à travers Assad. Les Assad donc, ont le problème qu'ils sont alaouites. Dans certains domaines, ils étaient un peu... ils étaient en retrait quand, par exemple, la volonté de l'Arabie saoudite se manifestait. Pour certaines raisons, je vais dire quelques-unes des raisons. Et là, je ne donne aucun jugement de valeur. Moi, si vous dites que vous m'avez lu, donc vous savez ce que je pense. Je suis tout à fait opposée aux violations des droits de l'homme, etc. Mais j'explique en tant qu'historienne. Les Assad sont considérés par les sunnites comme des traîtres à la Syrie, à cause d'une lettre que leur grand-père a co-signée en 1936 et qu'ils ont envoyée aux Français, à Léon Blum précisément, et où ils le suppliaient de ne pas faire l'unification de la Syrie, en disant que si la Syrie est unifiée, les sunnites nous ont massacrés dans le passé. Ils disent tout le mal possible des sunnites dans cette lettre, ils disent beaucoup de bien des juifs, et évidemment, comme les sunnites sont la majorité, le gouvernement central serait sunnite. Et ils disent, mais nous, qu'est-ce qui va advenir de nous, les minorités? Les minorités alaouites notamment, qui est très mal vue par les sunnites à l'époque. Regardez, les alaouites ils étaient utilisés par les sunnites comme des bonnes et des serviteurs. Et les sunnites estimaient que, c'est des cultivateurs, des paysans. Quand le parti Baas est arrivé, il a élevé leur position. Et quand les frères musulmans ont commencé à les combattre, ils se sont mis à tuer les alaouites qui étaient des bourgeois, par exemple les médecins, les professeurs, les ingénieurs, pour ne pas laisser aux alaouites des cadres pouvant élever leur niveau. Et vous connaissez, peut-être vous avez entendu parler de Wafa Sultan, docteur Wafa Sultan. Elle est très opposée à l'islam. Vous savez pourquoi? Parce que quand elle était étudiante, un commando islamiste est venu tuer son professeur sous ses yeux, en classe. Et elle n'a jamais oublié ça. Vous savez, imaginez-vous étudiant et un commando qui entre en pleine salle de classe avec la mitraillette. Vous, les étudiants, vous êtes cachés, tapis dans les boues de la salle. Et il y a eu de ces massacres, de ces meurtres individuels, de ces attentats, plusieurs centaines. Vous en aviez quasiment un tous les jours dans certains endroits, par exemple Alep, à certaines époques. Et toujours, je répète que je ne veux pas défendre, ni justifier, mais voilà, le fait est. Absolument, madame, absolument. Il ne s'agit pas de défendre, de justifier, mais justement, qu'est-ce qui pourrait expliquer que le régime Assad, qui était un peu laïque, qu'on le veut ou non, il avait une face moderniste, pourquoi il n'a pas pu durer et pourquoi sa chute a été précipitée? Est-ce que c'est davantage des dysfonctionnements internes
ou c'est un jeu de rapport de force international? Honnêtement, votre regard. Parce que la guerre syrienne est due au fait que le parti Baas est laïque. Parce que quand le parti Baas est arrivé au pouvoir en 1963, les frères musulmans ont dit la constitution interdit qu'un non-musulman gouverne la Syrie. Le président doit être musulman. Le parti Baas, c'est quelque chose d'hypocrite pour amener des alaouites et des chrétiens au pouvoir. Et donc, ils leur ont déclaré la guerre, notamment à Hama, dans la ville de Hama. Et il y avait une certaine vieille mosquée dans le vieux quartier, la vieille ville de Hama, où un imam très extrémiste appelait aller tuer les gens du Baas. Ils sont contre notre religion. Je ne me rappelle plus les paroles qu'il a dites, je les ai notées quelque part, mais c'était épouvantable. J'ai pu entendre un vieil enregistrement. Et évidemment, ils ont fini par se débarrasser de lui parce que le parti Baas, Khaddam, qui était sunnite compris, et ce n'est pas des anges. Ce n'est pas du tout des anges. Et il y a beaucoup de corruption dans le parti Baas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ne sont pas corrompus, vous en avez partout. Mais le parti Baas est un parti... c'est-à-dire il voudrait faire l'unification de plusieurs pays, entre autres Syrie et Liban. C'est pour ça qu'ils ont... Oui, c'est un panarabisme, c'est le rêve panarabisme. Pas toute l'Arabie. Oui, l'Irak, la Syrie, un voilà. peu. Cham, le Levant. Oui, l'Irak ne fait pas partie de Cham. Oui, mais dans le Levant plus l'Irak, voilà, dans leur voilà. Conception des choses. Voilà, oui. Voilà. Parce que le parti Baas a toujours considéré le Liban comme étant son arrière-cour. En fait, l'indépendance du Liban a toujours été mal perçue par le régime syrien, il faut dire la vérité, non? Oui, mais le Liban est un État depuis le Moyen-Âge. Il est reconnu comme État par le calife ottoman Selim Ier, le premier calife ottoman. Et bon, ils ont fait une sorte de pacte que voilà, nous, on reste dans notre montagne, vous nous laissez tranquilles et vous ne nous faites pas on vous fait pas de mal. Donc, ils étaient assez respectés. Et par la suite, les émirs Ma'an de la montagne libanaise se sont agrandis, ils sont devenus les émirs de Sidon. Et puis, le Liban a commencé à avoir sa réputation. Sous l'émir Fakhreddin Ma'an II, en 1500, surtout dans les années 1600, au XVIIe siècle, il a occupé. Ce n'est pas une occupation, ce n'est pas une invasion, c'était une libération. Les gens considéraient qu'il les libérait de l'Empire ottoman parce qu'il les traitait très bien et ils se sentaient représentés par lui, même les sunnites. Et donc il est arrivé jusqu'à gouverner non seulement le Liban, mais toute la Syrie du nord, jusqu'au nord, jusqu'à Antioche. Dans les parties désertique, il arrivait jusqu'à Palmyre, vous savez, la forteresse de Palmyre où Daesh torturait les gens. Ouais. Elle s'appelle Qal'at ibn Ma'an. Elle a été construite par Fakhreddin. Donc son pouvoir arrivait jusque-là. Il avait également la moitié de la Jordanie, la moitié d'Israël actuellement, et d'Israël et des territoires palestiniens, la moitié nord. Et c'est vous dire combien il était puissant. Un chroniqueur ottoman de l'époque a dit qu'il ne lui restait plus qu'à briguer le sultanat. Et l'Occident ne l'a pas aidé. La trahison, le bakshish, c'est l'arme fatale. C'est l'arme fatale. Mais justement, madame, l'histoire du Proche-Orient et du Levant, elle est riche en enseignements, personnages très nobles, rebondissements, etc. Pardon, je voulais vous dire donc que le Liban existait, mais la Syrie, il n'y avait pas d'État syrien. Oui, voilà, j'ai compris. Avant le XXe siècle. Voilà, c'est un rappel historique important que le Liban a des traditions politiques plus anciennes que la Syrie. Mais ceci dit, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui a pu... Parce que les images quand même sont là. Même si on est pour la laïcité, on apprécie le modernisme, mais... La répression, qu'est-ce qui a poussé un régime de recourir à une répression féroce, à des prisons politiques extrêmement dures, etc. Voilà, j'étais en train de vous raconter la révolte qu'il y a eu avant même les Assad, la révolte qu'il y a eu à Hama et qui s'est propagée un peu partout dans le pays.
Et il y avait aussi des systèmes de torture hérités du temps des Ottomans, vous savez. Et les walis, pourquoi Fakhreddin était aimé? Parce que les autres walis, quand quelqu'un ne payait pas, ils se mettaient à le torturer, ils le jetaient dans le puits, la tête en bas, jusqu'à ce qu'il cède. Et puis il y avait d'autres méthodes de torture, celles dont j'ai parlé, celles que j'ai étudiées dans mon livre, et puis d'autres encore. Et chaque régime amène de nouvelles méthodes de torture. Et les frères musulmans aussi. Eux, ils n'étaient pas des innocents. Quand vous allez tuer de la façon dont eux tuaient, c'était eux qui avaient commencé. Bon, le Baas a réprimé d'une façon féroce, oui, mais il faut quand même rappeler, bon, les Alaouites, on les juge selon le système judéo-chrétien européen. Non, les Alaouites ne sont pas des chrétiens et ils ne sont pas des judéo-chrétiens, ils ont leur tradition et ils sont féroces. Maintenant, Bachar avait essayé de sortir de ça à un moment donné, il y est revenu. Après la première guerre où les baathistes ont réprimé les frères musulmans d'une façon féroce en 1963-64, il y a eu une seconde guerre sous Hafez el-Assad. Bon, Hafez el-Assad, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé au pouvoir après la mort de Nasser. Nasser est mort en 1970 et Assad lui a succédé comme homme fort du Moyen-Orient. Homme fort veut dire homme cruel, veut dire homme terrible, veut dire homme qui inspire la peur à ses adversaires. Et à ses voisins. Et à ses... Voilà. Alors, Hafez el-Assad s'est débarrassé des sunnites en les envoyant au Liban. Il a envahi le Liban. Et le Liban qui n'avait jamais eu de coup d'État, alors que la Syrie en avait une année oui, une année non, la Syrie soudain est devenue le pays le plus tranquille, jamais de coup d'État, et le Liban est devenu soi-disant le pays en guerre civile. Mais le Liban n'avait pas eu de guerre civile en 100 ans. Depuis 1861 jusqu'en 1957, jamais il n'y a eu de combat interconfessionnel. C'est la Syrie qui a exporté vers le Liban ces tensions et le carburant qui a allumé le feu de la guerre civile, ce que vous voulez dire. Oui, et avant la Syrie, en 1957, c'était Nasser. Et avec de l'argent, et on a la preuve que c'était avec de l'argent. D'abord, le roi Hussein se plaignait que ses officiers étaient payés par Nasser. Les Américains ont parlé de ces bakchiches. Et les Syriens, qui à l'époque ne faisaient qu'un avec, vous savez, la République arabe unie, ne faisaient qu'un avec l'Égypte, les Syriens, après leur division, la séparation avec l'Égypte. Oui, voilà, ils ont raconté comment. Bon, d'abord, il y avait Nihad Radeli, qui était le directeur de Radio Damas et qui, à ce titre, pouvait avoir des renseignements. Il a publié dans un livre à l'époque, juste un an après, après la séparation avec les Égyptiens, il a publié un livre où il notait combien chaque leader libanais avait touché de Nasser. Et c'était des sommes énormes. Donc ce n'était pas une vraie révolte. La preuve, quand les Américains sont arrivés, plus un coup de feu. Et puis, donc ça c'est l'argent. Mais arrêter l'argent, il n'y a plus rien. Dès que le parti qui paye, dès que l'ambassade qui paye arrête, ou dès que ce pays perd son pouvoir, c'est fini. Alors, ce que vous dites est très pertinent et très intéressant. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec le présent? Est-ce que ce qui se passe en Syrie en ce moment et au Liban et même, on va parler tout à l'heure de l'Irak un peu, est-ce que ça peut être exporté vers le Maghreb? Est-ce que ces tensions-là, ces schémas de déstabilisation, d'instabilité ou d'insécurité permanente pourraient être exportés vers une région comme le Maghreb en dépassant l'Égypte? Est-ce que c'est possible? Écoutez, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui. À la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, Joulani est un islamiste. Il est un chef djihadiste. Il est même un chef djihadiste très important. Il était le numéro 2 de Baghdadi. Et donc, c'est lui qui a participé à la fondation de Daesh en Irak. Il était l'émir de la région de Ninive qui contient Mossoul. C'est la région où il y avait le plus de chrétiens et le plus de sunnites. Et c'est eux qui ont été écrasés sous la botte par Joulani quand ils ne lui obéissaient pas. Et après, donc, ils ont décidé de faire une succursale. Lui et Baghdadi ont décidé de faire une succursale en Syrie, mais pas pour la Syrie. Pour la Syrie, Liban,
Bled Cham. Voilà, donc ça s'appelle Hayat Tahrir Cham. Comme on l'a dit Michel Fayed la dernière fois sur le plateau, ils ont un projet régional et non pas un projet local. C'est pas, il ne s'agit pas de libérer uniquement la Syrie. Hayat Tahrir, ils n'ont pas appelé Hayat Tahrir Souria, Hayat Tahrir Cham. Exact. Mais une fois qu'ils ont fini avec Cham, quelles sont les limites de Cham? Exactement, c'est d'où ma question. Les limites de Cham, c'est l'Égypte. Bon, c'est le Sinaï. Donc effectivement, Daesh a suivi ce chemin. Ils sont arrivés en Libye. C'est vrai. Ils se sont établis en Libye. Ensuite au Sahel, là on se trouve au Sahel. Voilà. Et même, ils ont eu des combats dans le sud de l'Algérie. Ils ont eu des combats dans le sud de la Tunisie. Dans toutes ces parties limitrophes. Ils voudraient... Bon, vous vous souvenez de la vidéo, l'horrible vidéo de la décapitation des Coptes, en fait, des chrétiens égyptiens, parce que le mot copte veut dire égyptien. De l'ancien mot Égyptos. Après leur décapitation, le chef des assassins tient un couteau ensanglanté et il le dirige soi-disant vers l'Occident, parce que ça c'est censé se passer en Libye. C'est censé. Donc il le dirige de l'autre côté de la mer et il annonce que votre tour va venir. Il dit Wallahi, il jure par Allah que votre tour va venir. Ben, combien il y a entre la Libye et l'Occident? Quelques centaines de kilomètres. Absolument, oui, absolument. Surtout entre la Tunisie et l'Italie. D'ailleurs, je me rappelle, madame, vous avez écrit une fois un article ou un extrait de vos livres, vous avez dit que la menace pour l'Occident viendrait du Sahel, où les islamistes, quand ils vont gagner au Sahel, vont s'emparer ensuite du Maghreb pour presser l'Occident et pour presser l'Europe. Est-ce que ce projet-là est toujours d'actualité? Est-ce que vous maintenez toujours votre analyse? Oui, je maintiens mon analyse. Maintenant, l'Afrique était devenue le bastion de Daesh. Avec ce qui se passe maintenant en Orient, il est possible que le bastion de Daesh redevienne le Moyen-Orient. Mais en tout cas, je pense que nous sommes en train d'assister à quelque chose de très, très grand. Ouais. De très grand, beaucoup plus grand que ça n'en a l'air. Bon, c'est vrai qu'ils vous disent, les commentateurs en France vous disent... Excusez-moi, plus grand, mais est-ce que c'est plus grave que ce qu'on a connu entre 2013, 2014 et 2015? Beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Pourquoi? Pourquoi beaucoup plus grave? Premièrement, parce que ça va concerner des régions plus grandes. Et deuxièmement, parce que l'Occident ne se rend pas compte de la gravité. Parce que quand vous caressez le mal, vous le laissez grandir. Déjà, ils sont en train de parler de lever les sanctions sur Joulani. La tête de Joulani était mise à prix par les Américains qui avaient offert 10 millions de dollars pour avoir des renseignements sur lui. On parle il devient leur interlocuteur. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable ce qu'on est en train de vivre. Alors, je vais vous donner juste une information. Ça vient de l'opposition syrienne qui a pris le pouvoir et qui n'est donc plus opposition. Il paraît que les nouvelles autorités syriennes font pression sur le Liban pour qu'il libère les prisonniers islamistes qui sont proches de l'HTS et dont la majorité viennent du nord du Liban. Il paraît que le gouvernement libanais serait prêt à accepter. De toute façon, Najib Mikati, qui est maintenant Premier ministre au Liban, il était prêt à libérer les prisonniers islamistes. Et moi, à l'époque, je lui avais écrit... C'est une façon pour lui de gagner la paix avec les nouveaux dissidents de Damas, en quelque sorte. Non, parce que dans sa ville, à lui, de Tripoli, il y a beaucoup d'islamistes. C'est connu pour un foyer important de salafistes. Et lui flirtait avec eux. Donc moi, j'avais fait une vidéo et j'avais... basée sur une lettre ouverte que j'avais écrite à Mikati pour lui poser la question de ses rapports avec les islamistes. Et entre autres, parmi les choses qu'il avait faites, je ne vais pas les énumérer ici, mais entre autres, il y avait la libération des prisonniers islamistes qui étaient dans les prisons libanaises. Alors moi, j'avais visité des prisonniers à l'époque qui n'étaient pas chrétiens, mais qui n'étaient pas islamistes non plus. Et je savais que des gens étaient en prison pour une dette de 100 000 livres. C'était 100 000 livres, $1, je ne sais plus. La monnaie a changé, je n'arrive plus à calculer. Des prétextes fallacieux, quoi. Oui, mais une petite quantité d'argent.
disons quelques euros. Ils étaient en prison depuis des années. Alors vous allez libérer les gens qui coupaient des têtes et qui éventraient les chrétiennes enceintes. Euh, euh, et vous n'allez pas libérer ceux qui sont en prison pour une toute petite dette de rien du tout. Et Donc, il y a déjà, en fait, vous voulez dire qu'il y a d'ores et déjà des concessions dangereuses vis-à-vis des islamistes qui sont arrivés au pouvoir à Damas, ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que c'était déjà sur le tapis en 2012. Et moi, j'avais posé la question dans cette lettre, pourquoi libérer les islamistes et pas les musulmans ordinaires? Et pourquoi libérer les musulmans et pas les autres? Pourquoi libérer les assassins? Parce que les islamistes avaient souvent, donc comme je vous dis, tu coupé des têtes. Pourquoi les libérer eux? Même s'ils ont coupé des têtes par idéologie, ils ont coupé des têtes. Mais, madame, face à la menace islamiste, est-ce que finalement les dictatures et les régimes autoritaires fermés ne sont pas aussi un acteur, un facteur accélérateur de leur expansion? Je vous donne un exemple. Je vous donne concrètement. Là, on voit, comme on dit, il y a un projet régional. Ils sont installés à Damas. Ils vont essayer de s'emparer du Liban et d'influencer le Liban et de s'emparer aussi et aggraver leur pouvoir en Irak. Après, comme vous avez dit, vers le Sinaï et l'Égypte. Mais les régimes comme les régimes égyptiens, ensuite les régimes comme les régimes algériens, qui sont très autoritaires, très fermés, et, qui mettent les opposants en prison, qui sont contre la démocratie et le progressisme, est-ce que leur fonctionnement ne favorise pas pour autant l'islamisme en lui-même? C'est que demain, quand Sissi va mourir, qu'est-ce qui va se passer après? Nous, en Algérie aussi, à force de vouloir trop réprimer la société et les oppositions, est-ce qu'on n'encourage pas les extrêmes et on n'alimente pas cette expansion islamiste qui pourrait peut-être ne pas s'arrêter à cause de cet autoritarisme absolu? Est-ce qu'il n'y a pas une relation entre les deux, honnêtement? Mais c'est sûr que les islamistes profitent de cette répression alors qu'ils la provoquent. Hein. Ils font des choses pour qu'il y ait une répression et après ils s'en servent. C'est ce que faisaient les frères musulmans en Égypte, Hassan el-Banna. Est-ce qu'ils pourraient en profiter alors demain, après ce qui se passe, avec d'anciens éléments de Daesh qui seront arrivés, qui seront au pouvoir à Damas? On ne sait pas ce qui va se passer en Syrie. Hein. Oui, mais je voudrais vous dire une chose. Allez-y. Je voudrais vous dire une chose. Il y a le régime qui est maintenant en Syrie. Il passe pour être ouvert. Et il a libéré les prisonniers, y compris les djihadistes, y compris les vieillards que vous avez vus là. En général, ceux qui ont été le plus maltraités, ceux qui étaient dans ce qu'ils appellent la prison rouge dans Saïd Neya, ceux qui étaient sous terre, ceux-là, c'était les djihadistes. Les autres, c'était des prisonniers politiques ou de droit commun. Donc, ils les ont libérés. Certains peuvent être retapés, certains sont en bonne forme. Et parmi leurs exigences envers les Kurdes, par exemple, c'est que les Kurdes libèrent les prisonniers. Et vous savez que les Kurdes tiennent en prison plusieurs milliers, 5 000, non 20 000, 20 000 terroristes de Daesh. Ils sont cibles, ils sont... Pourquoi Joulani veut qu'il les libère? Dites-moi. Pour les utiliser comme une force. Pourquoi il veut qu'au Liban, il libère les islamistes? Dites-moi. Les islamistes, c'est-à-dire Daesh et Nusra. Et ceux qui sont leurs frères musulmans, etc. Les frères musulmans, en général, ils préfèrent faire de la politique et du social, etc. et travailler par proxy. Ils préfèrent. Mais il est en train de faire libérer les prisonniers. Mais justement, qu'est-ce qu'on pourrait... je comprends votre hantise et votre angoisse, je la partage. Nous sommes, comme vous avez dit tout à l'heure, face à un scénario plus grave que celui de 2013-2012, où Daesh, on pourrait peut-être dire qu'il y a la naissance, il y a le risque en tout cas, de la naissance d'une nouvelle Daesh. Cette fois-ci acceptée par l'Occident, puisqu'elle est au pouvoir à Damas. Mais le danger, c'est comment la stopper? Est-ce qu'avec des régimes autoritaires comme l'Égypte et l'Algérie, qu'on pourrait la stopper? C'est ça la question. Peut-on la stopper avec des dictatures atroces, pas d'opposition, pas de médias libres, un journaliste condamné à mort, un parti d'opposition réprimé, etc. Est-ce qu'on pourrait stopper comme ça l'avancée de la daïchisation de la région? Le problème, c'est qu'avant Daesh, il y avait les frères musulmans. Tous les fondateurs d'Al-Qaïda étaient frères musulmans. Ben Laden, Azam, etc. Et comment il s'appelle, Zawahiri, etc. C'était des frères musulmans.
en comptant que les frères musulmans sont secrets. Maintenant, celui que Joulani a mis au pouvoir, El-Béchir. El-Béchir, voilà, Mohamed El-Béchir. Lui, c'est un admirateur de Hassan el-Banna, donc il a toutes les chances d'être un frère musulman secret, et un admirateur de Sayyid Qutb, et surtout de son livre Ma'alim fi Tariq, Jalon, sur la route. Et vous savez que ce livre, il étudie le djihad et il raconte comment imposer la charia à tout le monde. Donc avant Daesh et Al-Qaïda, il y avait les frères musulmans, c'est ça le problème des pays arabes. C'était le problème de l'Égypte. Mais il y a un véritable pullulement. Et bon, ils réagissent par la répression. Maintenant, peut-être c'est des régimes qui ne sont pas désirés par leur peuple aussi en même temps. Quel est votre regard sur l'expérience algérienne? Nous qui avons connu en Algérie une guerre civile face justement à un mouvement islamiste radical, bien avant que tous les pays de toute cette crise éclate, bien avant le scénario égyptien et syrien, etc., au début des années 90, là, malgré tout ce que le régime algérien a gagné sa guerre contre l'islamisme radical, mais beaucoup d'écrivains comme Boualem Sansal que vous avez connu, comme Kamel Daoud, comme beaucoup d'observateurs de l'Algérie, disent attention, mais on a gagné militairement, les islamistes ont perdu, spirituellement on n'a pas encore perdu, et aujourd'hui, il y a peut-être une chance ou un risque, un danger pour que l'Algérie sombre aussi. Mais regardez comment la charia est utilisée. Par exemple, comment les femmes sont traitées. Elles n'étaient pas traitées comme ça avant. Et regardez l'enseignement qui sort des mosquées de maintenant. C'est là que vous voyez que... Mais l'islamisme en Algérie, il vient des professeurs frères musulmans qui sont venus d'Égypte. Ça vient aussi de l'argent saoudien. Vous vous rappelez, ils avaient fait venir des Algériens, ils les avaient retapés à Médine, et à partir de là, ils les avaient envoyés islamiser les cerveaux en Algérie. Maintenant, il y a un problème, c'est que les Français eux-mêmes ont contribué à ça. Quand il y avait le mandat, ils ont financé la traduction de textes, mais je ne peux pas vous dire terribles sur l'Algérie, sur l'invasion de l'Algérie par les Arabes, les massacres, les viols, les crimes de masse, quoi. Oui, oui. Mais ça, c'est aussi une colonisation, la colonisation arabe. Donc le FLN est venu, il a voulu, au nom de l'islam, ils ont voulu imposer l'arabisme. Et ça, c'est ce que faisait Abdelkader aussi. Donc là, l'arabisme contre la nationalité algérienne berbère. Vous voulez dire que malheureusement, même après avoir gagné la guerre des années 90, en Algérie, il y a toujours des éléments, des conditions socio-culturelles qui pourraient favoriser l'islamisation et des cerveaux et l'instauration d'un régime comme Daesh. C'est ce que vous voulez dire? C'est qu'on ne sait pas, il ne suffit pas de gagner la guerre contre les islamistes, il suffit de changer les esprits. Et la bataille des esprits, on l'a perdu. C'est ce que vous voulez dire? Déjà, ils sont en train d'essayer de faire ça en France. L'Algérie détache des... Plusieurs imams, ou des imams. Oh, pas de plusieurs. Il me semble que c'est des milliers, mais maintenant que je réfléchis, je me dis, est-ce possible? J'ai écrit un livre il y a plusieurs années. Des milliers sur plusieurs années, mais ils sont quelques centaines par an, je peux vous confirmer, avec un budget financé par l'État. Voilà, c'est ce que je me disais. Et ils sont et un budget, un budget important avec un logement de fonction, alors que le pauvre Algérien qui les paye, c'est l'argent du contribuable. Il ne touche pas le cinquième de ce que touchent pour aller islamiser les Français. Et la mosquée de Paris, enfin, quand vous voyez ce qu'enseigne l'école d'imams de la mosquée de Paris, vous vous dites, voilà, comme c'est imposé par l'Algérie, donc en fait, c'est ce qu'ils enseignent eux. Et c'est ça, en fait, qui est en train de détraquer les cerveaux. Que faut-il faire, là, en guise de conclusion aujourd'hui? Que faut-il faire pour ne pas revivre ce que nous avons vécu pendant la guerre civile syrienne, pour ne pas revivre ce que nous avons vécu avec l'avènement de Daesh et d'Al-Qaïda, etc., comme vous avez dit, un peu partout, en Algérie comme ailleurs, au Sahel, en Libye, etc. Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? La question, elle est vaste, mais au moins quelques pistes de réflexion, madame. Regardez, quand vous avez cité tout à l'heure Boualem Sansal qui est en prison, et on a parlé tout à l'heure aussi, on a dit qu'il faudrait être prêt à mourir. Je ne pense pas que les gens soient prêts à mourir, en majorité. Mais il y en a quelques-uns. Si on acceptait...
Mais la question serait d'être prêt à mourir, si vous voulez, pour des idées, mais pas en étant violent, parce que la violence apporte la violence. C'est pour ça que ces régimes sont répressifs, parce ils reposent sur la violence. Ils ont pris le pouvoir par la violence. D'ailleurs, c'était déjà le cas de l'Empire romain. Les empereurs arrivaient par coup d'État, ils arrivaient par la violence. Et étant arrivés par la violence, ils étaient obligés d'utiliser une répression terrible pour se maintenir. Et le seul empereur vraiment dont on peut dire qu'il n'a pas utilisé la violence, c'était Alexandre Sévère, d'ailleurs, qui était libanais. Oui, il est né au nord de Tripoli, à Ar'a, qui ne voulait pas s'enrichir, qui au contraire diminuait ses dépenses pour ne pas augmenter celles du peuple, qui n'avait pas, par exemple, il n'avait pas suffisamment de vaisselle et de serviteurs. Donc la répression à travers l'histoire n'a jamais fonctionné. Oui, donc justement, lui, il n'avait pas assez de serviteurs et d'argenterie. Quand il invitait, ses amis devaient amener leurs serviteurs et leur argenterie, leur vaisselle. Et donc le peuple l'aimait, parce qu'il l'aimait. Et celui C'est pas le cas des dirigeants actuels dans le monde arabe, on va dire. Oui. Et quand il est mort, quand il a été tué, son successeur a été obligé d'utiliser une répression, mais terrible. Il n'y a qu'à regarder son visage d'ailleurs. Et il n'a même pas osé entrer à Rome. Donc, à travers cette parabole, on pourrait déduire à la fin, et je vous laisse le dernier mot, que trop de répression, trop de dictature ne permet pas aux sociétés d'évoluer, ne leur permet pas aux sociétés arabes et maghrébines en général d'aller vers la démocratie ni vers la modernité. Ça risque de nous précipiter dans le grand piège de Daesh. Et moi, je leur dirais qu'ils devraient résister à la tentation de la violence quand même, parce que s'ils renversent le gouvernement par la violence, il y aura des répercussions. Ils seront obligés, eux, d'utiliser la violence pour empêcher qu'on les renverse à leur tour. C'est ça le problème. Mon père disait, heureusement au Liban, que l'armée n'a pas pris l'habitude des coups d'État, parce qu'un coup d'État, ça continue à faire des morts pendant 50 ans. Et après, ceux qui ont eu des morts vont se venger, etc. C'est pour ça que moi, je recommande, au contraire, la douceur. Mais moi, je pense que de cette horreur qui est en train d'avoir lieu d'un pays à l'autre, on va voir une armée liquider l'autre, on va voir beaucoup de douleurs, mais et après? Ils vont rentrer dans le mur à la fin, tous ces gens-là. Mais pour le moment, c'est dur. Moi, le conseil que je donnerais à chacun, c'est ne vous laissez pas vendre. Ne vous laissez pas vendre pour des promesses. Ne vous laissez pas vendre, comme c'est arrivé en Syrie, sans argent, il ne serait pas arrivé à tout ça. Et il l'a dit. Il s'est vanté d'avoir payé les gens. Moi, je dirais aux gens... Et aux dirigeants algériens, ou aux dirigeants d'un pays comme l'Algérie, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Les dirigeants de l'Algérie, je ne pense pas qu'ils sont intéressés par mes conseils. Je vous dis la vérité, je pense que... Même s'ils sont exposés à des menaces, parce qu'ils sont aujourd'hui, l'onde de choc de la Syrie est en train d'inquiéter tout le monde. Est-ce que tous les dictateurs dans le monde arabe devraient s'en inquiéter maintenant? Si les dictateurs voudraient avoir mon avis, je leur dirais, vous avez intérêt à vous allier avec le peuple maintenant, avant que les autres ne fassent croire au peuple qu'il a intérêt à être avec eux, comme ça arrive maintenant en Syrie. Mais il faut faire attention. En Syrie, ce n'est pas vraiment le peuple. On a vu dans la rue, on a vu des gens. La caméra donne une impression qu'il y a beaucoup de monde. Il y a 27 millions de Syriens. Où sont-ils? On n'a pas vu 27 millions de Syriens montrer leur joie. On a vu des gens qui étaient d'opposition probablement. On n'a pas vu ceux qui étaient concernés. On n'a pas vu les familles de ceux qui ont été torturés par Nusra. Parce qu'il faut rappeler... Mais si le régime Assad, madame, s'était réconcilié avec son peuple, comme vous venez de le dire, on n'en serait pas là. Mais disons qu'au début, le peuple manifestait pour Bachar. Et Bachar a eu la frousse quand un attentat gigantesque a eu lieu à Damas et a tué, je pense, plusieurs dizaines de personnes. Il a eu la frousse parce que, comme je vous dis, eux, ils ne sont pas là.
C'est pas le genre, celui qui te frappe sur la joue droite, tends-lui la gauche. C'est un peuple farouche, les Alaouites. Il faut voir l'histoire de chacun pour comprendre son comportement. Bon, bon, je lui aurais donné ce conseil à Bachar s'il s'était intéressé à moi. Et d'ailleurs, dans le livre que j'ai écrit sur les prisons syriennes, j'ai dit que les coupables de la guerre du Liban n'étaient plus au pouvoir. Et je conseillais à l'Occident, je lui disais, si les frères musulmans arrivent au pouvoir en Syrie, les droits de l'homme vont être beaucoup plus violés que maintenant. Et je leur disais, il faut au contraire aider Bachar à réformer. Ils n'ont pas encouragé à réformer. Vous voyez cette dépêche Wikileaks datant de 2006. Ils l'ont combattu. Et après, ils ont combattu de manière très, très, très vile, très basse, secrète. Est-ce qu'on combat un régime laïque avec des terroristes en fortifiant Nosra, en finançant des terroristes? Ils ont fait l'opération Sycamore, par laquelle ils ont financé et entraîné et armé assez de terroristes pour, j'ai appris hier, je ne sais plus, je pense que c'est Gilles Kepel qui le disait, mais je ne suis pas sûre, que non, ce n'est pas lui qui l'a dit, excusez-moi. J'ai appris que ce que les Américains avaient fait avec ce programme a tué ou blessé 100 000 personnes en Syrie. Ils ont eux aussi une responsabilité. C'est pour ça que ça va arriver vers eux. Parce que toujours en histoire, vous avez un ricochet, vous avez le boomerang qui vous revient à la tête. En tout cas, merci beaucoup, madame, pour votre éclairage. Merci beaucoup pour votre lucidité. Merci beaucoup pour vos conseils. J'espère que les dirigeants algériens, égyptiens, etc. pourront profiter de votre bon sens. Et bon courage pour le Liban, bon courage pour la Syrie. Merci beaucoup, madame, de nous avoir assisté à notre émission, de nous avoir fait profiter de votre savoir. Quant à moi, Khabter Ouattati, je vous dis à bientôt pour d'autres débats. C'est très frustrant de clôturer une émission pareille. On aurait aimé que ça dure des heures, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière fois où on peut vous recevoir, madame, n'est-ce pas? Merci. Comme ça, restez connectés sur Algérie Part. L'actualité se poursuit, les débats vont se poursuivre toujours pour vous aider à comprendre ce qui est très compliqué, très complexe. Comme ça,